Bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine, à l'Institut franco-américain, dans le cadre de notre programmation sur les enjeux environnementaux aux États-Unis, qu'on a annoncé en septembre et qu'on a poursuivi tout au long de la saison, c'est le mythique fleuve Mississippi qui est à l'honneur dans notre bibliothèque, avec une exposition que je vous invite à découvrir. Jeudi soir, après-demain, avec une dédicace, une rencontre et un documentaire. Et ce soir, avec une conférence scientifique que Hervé Nicolas, professeur honoraire à l'Institut Agro Rennes-Angers, a soigneusement préparé après multiples discussions ensemble depuis plusieurs mois pour à la fois, et je vais tourner ma page, à la fois donner une idée très précise de l'ampleur du territoire concerné, car c'est quand même un tiers du territoire américain, de l'histoire un peu chaotique de sa gestion et des enjeux existentiels climatiques qui le guettent. La conférence ce soir a aussi pour but de préparer le terrain, en quelque sorte, pour la rencontre après-demain avec l'écrivain Eddie Harris. Et il est écrivain, réalisateur américain, et il a descendu 2 fois, une fois à l'âge de 30 ans et une fois à l'âge de 60 ans, le fleuve Mississippi, presque 4000 km solo en canoë. La deuxième descente a fait l'objet d'un documentaire qui sera présenté jeudi. Il est parti dans ses voyages à la rencontre des Américains, dont l'identité même est formée par leur rapport avec le fleuve. Une population qui, d'ailleurs, était pour grande partie responsable pour l'issue des dernières élections présidentielles aux États-Unis. Donc, Eddie Harris, qui vient de publier en 2024 Confession américaine, où il a essayé de donner des pistes pour comprendre cette Amérique ébranlée, commentera son documentaire Un voyage à l'encontre, River to the Heart, qui est un voyage à l'encontre de lui-même, de la rivière, et des Mississippiens. Donc, je vous invite maintenant d'apporter votre attention à la conférence de notre conférencier ce soir, Hervé Nicolas. Et je vous rappelle juste qu'il y aura un moment après, à la fin, pour des questions, parce que ça appelle beaucoup de questions. Merci Hervé pour tout ton travail et cette belle conférence. Merci Virginie. Alors je confirme que cette présentation est très complémentaire au film qui va être diffusé dans 2 jours. Donc ici c'est une approche environnementale et Eddie Harris aura une approche beaucoup plus culturelle avec une vision précise des lieux. Donc il y a une complémentarité entre les deux. Alors la conférence s'appelle Le Mississippi et le climat. Effectivement, il y a des grands problèmes climatiques. Un fleuve en mutation. On va interrompre juste parce qu'il faut le micro pour l'enregistrement. Merci. Alors, la présentation, elle va se faire en 3 parties. La première partie, ce sera une description de ce qu'on appelle le bassin versant du Mississippi, tout le territoire qui est concerné par le fleuve Mississippi. La deuxième partie sera au sujet des aménagements qui ont été apportés à ce fleuve depuis plusieurs siècles. Et la troisième partie, c'est l'évolution de l'environnement de ce fleuve, en particulier en voyant la qualité de l'eau du fleuve, qui est gravement atteinte par l'agriculture et l'industrie. Et on conclura donc sur la situation actuelle du bassin versant et du fleuve Mississippi. Alors en introduction, donc le Mississippi, c'est un fleuve qui circule du nord au sud des États-Unis depuis très longtemps, depuis 70 millions d'années. L'origine de son nom vient des autochtones, Mississippi, excusez-moi, je prononce mal, qui veut dire une rivière étalée sur une grande aire, c'est le nom algonquin,
et puis Gitchisibi, grande rivière, donc avec les Ojibwés, qui sont les descendants des Algonquins. Et les Français, quand ils ont colonisé la Louisiane, ont conservé le nom amérindien et il est devenu Mississippi. Donc en 1682, la Louisiane est revendiquée et le nom a été conservé, il s'appelle Mississippi, donc la grande rivière. Alors, quand les Français ont pris, donc quand ça a été devenu une colonie française, des études ont été faites sur tout le territoire qui concerne le Mississippi et les premières cartes sont parues en 1718 où on voit le fleuve Mississippi ici, qui remonte, là, qui va plus haut même jusque le Minnesota, et on voit ses affluents. Donc c'était une carte qui était déjà relativement précise du grand territoire qui est concerné par le Mississippi. Donc c'est allé très vite au début. Alors c'est un fleuve qui est situé entièrement dans les États-Unis. Donc pour sa gestion, il n'est pas nécessaire d'avoir des procédures de contrôle qui viennent d'autres pays, pas de financements internationaux à obtenir. Donc c'est un seul pays qui gère le fleuve. Et c'est un fleuve qui a plusieurs frontières. Donc il est la frontière entre beaucoup d'États. Donc la Louisiane, le Mississippi, l'Arkansas, le Tennessee, le Missouri, le Kentucky, l'Ohio. Donc c'est une frontière entre les États dans les États-Unis. Et en fait, c'est une artère commerciale majeure. Il va de Minneapolis-Saint-Paul, ici. Bon, la source ici, on va le voir, c'est beaucoup moins praticable. De Minneapolis jusqu'au golfe du Mexique. Donc, c'est un transport et un échange nord-sud, alors que maintenant, aux États-Unis, les échanges se font plutôt est-ouest, où les hautes technologies en particulier, ou même des grandes entreprises préfèrent être près des côtes. Alors, des indicateurs sociaux qui bordent le fleuve. Donc, en descendant vers le sud, la population se compose davantage de descendants d'esclaves, de communautés rurales blanches modestes et de populations hispaniques, alors qu'au nord, c'est tout à fait différent. L'approche culturelle est très forte, et ça on le verra avec Eddie Harris. Il y a la permanence de l'imaginaire mississippien, et ce qui est quand même le plus connu, c'est l'histoire de Samuel Clément, qui était un moussaillon de 21 ans, qui était sur un bateau qui circulait sur le Mississippi, et son rôle était de sonder la profondeur de l'eau pour savoir si le bateau pouvait passer. Donc à ce moment-là, il fallait qu'il y ait 2 brasses. Une brasse, c'est 3,66 m. Donc 2 brasses, le deuxième niveau sur la sonde. Donc c'était la deuxième marque sur la sonde. Donc à ce moment-là, ça se prononçait Mark Twain, et pas deuxième marque. Et donc finalement, il a décidé de garder ce nom, Mark Twain. Même chose pour Bessie Smith, qui est assez connue, donc qui était surnommée l'impératrice du blues, qui est connue également pour la culture du Mississippi. Il y a un tourisme très important, surtout en Louisiane, autour de la Nouvelle-Orléans. Il y a un conservatisme assez puissant de la population, mais c'est loin d'être uniforme. Il y a beaucoup de changements. Donc ici, c'est plutôt démocrate. Là, les parties nord sont plutôt républicaines. Donc c'est très diversifié. Voilà, donc maintenant, pour le Mississippi, pour comprendre le fleuve, il est important de connaître tout le territoire duquel il dépend. Et donc ce territoire est très vaste, c'est ce qu'on appelle le bassin versant. Alors d'abord, on va décrire le fleuve et ses affluents. Ensuite, ce qu'il y a sur ce grand territoire, donc des aquifères, des séismes, des précipitations, des crues et des débits qui varient. Donc tout ça, on va l'étudier maintenant dans la partie bassin versant. Alors qu'est-ce qu'un bassin versant? Alors pour le définir, j'ai utilisé ce schéma. Donc on considère un territoire avec du relief, et quand il pleut, les eaux se concentrent dans une rivière, et parfois elles s'infiltrent dans le sol pour rejoindre également la rivière,
Et donc, le contour du territoire qui alimente une rivière, on appelle ça le bassin versant. Et donc, le comportement du fleuve dépend de tout ce territoire, tout ce qui se passe. S'il y a de l'agriculture, s'il y a de l'industrie, s'il y a tout ce qui peut se passer aura une influence sur le fleuve. Alors, le bassin versant du Mississippi, il est représenté ici. Donc, le fleuve, lui, était tout petit, enfin petit, 3700 km quand même, mais le bassin versant est énorme. Un bassin versant, il fait 3,2 millions de kilomètres carrés. Il est grand comme 6 fois la France. 41% des États-Unis, en dehors de l'Alaska et de Hawaï. Il s'étend des montagnes Appalaches, ici à l'est, jusqu'aux montagnes Rocheuses, à l'ouest. Et puis, il y a 72 millions de personnes qui vivent sur ce territoire, dans le bassin versant du Mississippi, soit un Américain sur 4. Donc, c'est très vaste. Maintenant, il prend sa source. Donc, ici, c'est une carte, une carte qui représente le relief. Donc là, on a le lac Michigan, la Nouvelle-Orléans ici, et on remonte le fleuve jusqu'à la frontière canadienne. La source du lac est à Itasca, à 450 mètres d'altitude. Et le fleuve fait 3766 km de long. Donc cette altitude est extrêmement faible pour un fleuve aussi long. Ça veut dire que la pente sera vraiment faible, mais on va y revenir tout à l'heure. Voici le lac Itasca dans le Minnesota. On le verra jeudi soir pour ceux qui seront là. Il y a des vidéos qui ont été prises sur ce territoire. Il y a une forte influence des facteurs climatiques sur ce fleuve, donc les précipitations, les fluctuations climatiques, on va également les définir. Il y a une variabilité hydrologique du Mississippi et de ses principaux versants qui est forte au cours de l'année. Globalement, ici, ce sont les débits, donc janvier, février jusqu'à décembre, et ici, les mètres cubes par seconde, donc le débit du fleuve à l'exutoire. On voit que le maximum est en avril. Il y a des pluies, de la fonte des neiges aussi dans le nord. Ça décroît en été et à l'automne, c'est le plus faible et ça recroît après pour reprendre l'année suivante. Donc c'est un débit qui va jusqu'à 28 000 mètres cubes par seconde en moyenne. Par contre, en septembre, il peut être non pas à 28 000, mais à 9 000. Donc c'est une très très grosse différence entre les deux. Et ce qui est également particulier au Mississippi, c'est que ces 28 100 mètres cubes par seconde, en avril, obtenus en moyenne, peuvent varier énormément. Ça va de 70 000 mètres cubes par seconde, quand il y a des apports de pluie importants, voire 300 000 mètres cubes par seconde. C'est ce qui s'est passé en 1927 lors d'une grande crue. Donc il y a des moyennes et il y a des fortes variabilités autour de ces moyennes. Et c'est ce qui rend le fleuve difficile à dompter, comme on dit. Ici, on rentre un peu plus en détail dans le fonctionnement de ce fleuve. Sur ce schéma, ici c'est 0, c'est l'exutoire, donc c'est la Nouvelle-Orléans, le golfe du Mexique. Et là, c'est la distance à la source. Ici, c'est la source, donc. Et donc là, en ordonnée, c'est l'altitude. Donc on voit 400 mètres, c'est ici. Et donc là, on voit la pente du fleuve jusqu'à Minneapolis et après dans les montagnes. Minneapolis et dans les montagnes. On voit que la pente, finalement, elle est assez régulière, mais jusque Saint-Louis, qui se trouve ici, le fleuve, il est un peu encadré de collines, donc il est assez bien contrôlé naturellement. Par contre, dès qu'on atteint Saint-Louis et Cairo, ici où il y a un deuxième affluent, il tombe dans une plaine alluviale, où c'est tout plat. Et donc, même si la pente est la même, maintenant il est dans une plaine et rien ne l'empêche de divaguer. Et donc ici, de Cairo, à partir de là, jusqu'à l'exutoire, la pente est de 6, en moyenne, de 6 cm par kilomètre. Donc c'est extrêmement faible. Et en plus, c'est un territoire qui est une plaine alluviale, ici on la voit, de Cairo jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Une plaine qui est très large. Et on peut déjà voir que dans cette plaine, le fleuve, il a des parcours très, très sinueux et puis très évolutifs. Alors les débits, la quantité d'eau qui est rejetée,
Elle provient, donc elle les représente, hop là, excusez-moi. Le débit est important à la sortie. Il provient surtout du fleuve Ohio, ici, parce qu'il y a beaucoup de pluie, mais on va le voir tout à l'heure. Il vient également du Missouri, qui est très long, mais qui est plutôt dans une zone sèche. Et puis, il est grossi petit à petit. À partir de l'entrée dans la plaine, ici, le débit devient encore plus important que tout ce qui est au-dessus. Donc, dans les plaines, on cumule beaucoup de problèmes. Une très faible pente, un débit très élevé. Alors, voilà ce qui se passe donc, quand nous sommes dans la plaine. Là, c'est un schéma qui a été fait par Harold Fisk en 1944. Il a fait une carte où il représente le fleuve Mississippi dans la plaine. Donc, c'est ce qui est en blanc ici. En 1944, le fleuve. Puis, il a fait des recherches dans le territoire autour du fleuve pour représenter où est-ce qu'il passait les années d'avant. Donc, en 1880, donc là, les couleurs ne sont peut-être pas très, très faciles à comprendre. En 1880, je pense que ce sont ces passages-là du fleuve, ces méandres, donc qui étaient différents. En 1820, le fleuve passait par ici, là où c'est rouge. Donc, ça change en permanence. Et donc, là, c'est l'image satellite de 2024, du même endroit. Donc on retrouve le fleuve. La boucle qu'il y avait ici, elle est maintenant coupée. Et si on la superpose à l'image de tout à l'heure, on peut voir les relations. Donc, certains secteurs sont conservés. Là, ici, on est à peu près au même endroit. Les chemins ici sont inchangés. Par contre, la boucle n'est plus la même. La boucle a changé. Le fleuve maintenant a coupé ici la méandre. Alors qu'avant, en 1944, le fleuve passait par ici et commençait à passer par là. Donc c'est en évolution constante. Et on arrive donc, après la plaine, au delta du Mississippi. Donc c'est une très vaste zone humide, en évolution permanente. Donc là, c'est représenté sur ce schéma en années before present. Donc, il y a 4500 ans, en quelque sorte, de 4500 à 3500, où est-ce que le fleuve déversait les sédiments, déversait l'eau. Donc on voit que il y a 4600 ans, c'était ici, après ça s'est modifié, et ça n'arrête pas d'être changeant au niveau du golfe. Et donc actuellement, depuis 550 ans, il est déversé ici. Donc ça correspond à ce secteur-là, où le fleuve, où se trouve l'exutoire du fleuve. J'ai rajouté cette image pour montrer la topographie, donc la hauteur de ce secteur. Et là, on remarque que ici, tout ce qui est en violet, c'est sous le niveau de la mer. Donc tous ces secteurs sont noyés. Et donc ici, c'est la Nouvelle-Orléans, près du lac Pontchartrain. La Nouvelle-Orléans est complètement sous le niveau de la mer. Ici, c'est une autre petite ville, Bellechasse, sous le niveau de la mer. Donc on voit que c'est un delta en danger quand même très important, très exposé aux variations du niveau de la mer. Donc c'est un projet important qui a été défini, donc on va le voir tout à l'heure. Maintenant, le bassin versant. Donc là, il est représenté avec son contour dans les grandes plaines. Donc on voit que c'est très très diversifié. La topographie, ici c'est assez élevé, dans le nord moins. Venant de l'est, dans les Appalaches, bon, c'est assez faible comme hauteur. Donc, grande plaine centrale, toutes les grandes plaines centrales sont dans le bassin versant, et la vallée, et on retrouve la vallée alluviale ici dans le sud. Donc ça fait beaucoup de secteurs très différents de manière géographique. Là, ce sont les affluents du Mississippi. Donc, l'affluent le plus long ici, c'est le Missouri. Il y a également l'Ohio, l'Arkansas, et un affluent de l'Arkansas, et la Red River. Voilà les principaux affluents. Et si on regarde
les bassins versants de chacun des affluents, donc les secteurs qui sont concernés. On voit que ici, le Missouri a un bassin versant extrêmement grand. Ici, c'est le Mississippi supérieur, quand il est encore dans les montagnes, là, le Mississippi inférieur. Donc, on a les informations ici et les contours des bassins versants, donc des zones qui sont concernées par chacun des affluents. Et si on va donc dans le delta du Mississippi maintenant, il y a la Red River, celle-ci, la rivière rouge, rouge parce qu'elle transportait beaucoup de sédiments, qui arrive ici, dans le delta, mais en arrivant dans le delta, elle ne va pas directement dans le Mississippi. Elle passe dans un défluent, donc une rivière où le fleuve Mississippi se sépare en deux. Hop, il y a une rivière qui est un défluent, c'est la Atchafalaya. Donc voilà, il y a une petite modification dans le delta. Donc voilà pour le fleuve. Maintenant, cet environnement, cet très large environnement, qu'est-ce qu'il contient? Comment il est utilisé? Comment il est géré? Quelle est la végétation? Qu'est-ce qu'il contient? Alors la première chose, c'est l'occupation du sol. Donc là, c'est une carte de l'occupation du sol, avec en blanc les contours du bassin versant. On se rend compte qu'il y a beaucoup de pâturage dans la dans la partie ouest du bassin, des forêts plutôt dans la partie est et ici près du fleuve Mississippi, mais surtout des terres cultivées. On voit que dans les États-Unis, à part ici la vallée San Joaquin en Californie, puis un peu ici dans le sud, pratiquement l'essentiel de l'agriculture se trouve sur le bassin versant du Mississippi. Donc ça aura un impact économique très important. De même, les aires urbaines sont plutôt situées dans la moitié est, bon, avec quelques exceptions en Oklahoma et ici près du Dakota, près du Nebraska, mais l'essentiel est ici. Donc là, j'ai indiqué les villes avec leur nombre d'habitants. Ça va de Columbus en 913 000 habitants jusqu'à Saint-Louis, 281 000 habitants ici. Donc voilà la répartition des zones urbaines, de l'agriculture, des forêts et des prairies. Il y a aussi un autre point important dans cet environnement, c'est un aquifère, c'est-à-dire des réserves d'eau dans le sol en profondeur. L'aquifère, Ogallala. Donc c'est le plus grand aquifère du monde. Il a une surface de 450 000 km². Il couvre 80% des grandes plaines centrales des États-Unis. Donc ce sont des réserves d'eau qui sont vraiment précieuses. 94% de l'eau est utilisée pour l'agriculture. Et l'aquifère permet l'alimentation en eau potable de 82% de la population des grandes plaines. En 2010, sur cette carte, 30% des réserves d'eau ont été consommées. Alors, les réserves d'eau consommées sont ici en rouge. Donc là, il n'y en a plus. Et donc, on voit ici à quel moment ce sera terminé, l'aquifère sera épuisé. Donc, on voit que pour certains secteurs, c'est en 2300. Donc là, il y a encore beaucoup de réserves, ça va. C'est dans le Nebraska et ces zones ici. Mais tout ce qui est du côté des Rocheuses, elles sont déjà vides. La nappe phréatique a baissé de 3 mètres en moyenne dans tout l'aquifère, jusqu'à 30 mètres par endroit. Et ça, 30 mètres, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça va très vite. Autre chose sur le bassin versant qui peut poser des problèmes, ce sont des séismes. Donc il y a une ligne de faille près de la ville, une petite ville de New Madrid, ici, où il y a des séismes. Donc il y a eu un séisme destructeur en 1811, entre décembre 1811 et février 1812, 4 tremblements de terre de magnitude 7. La ville a été détruite. Voilà, donc actuellement, il y a des tremblements de terre réguliers, mais de faible magnitude. Par contre, l'USGS, donc l'United States Geologic Survey,
dit que 25% à 40% du risque de tremblement de terre de magnitude supérieure à 6 va se produire dans les 50 prochaines années. Voilà, donc il y a aussi un risque sismique sur le bassin versant qui est beaucoup moins connu, qui est sans doute beaucoup plus faible que ce qui se passe bien sûr en Californie, mais qui n'est pas négligeable. Maintenant, sur ce territoire, le climat. D'abord, les précipitations. Donc là, ce sont des données du gouvernement américain. Là. Alors, là, c'est la pluviométrie, ici, donc en millimètres, hein, en janvier, février, mars, etc., jusqu'au mois de décembre. Donc, on voit que c'est toujours plutôt la moitié est, sud-est qui est bien arrosée, et le nord, nord-ouest un peu moins. Bon, à certains, en avril et en juin, donc au printemps, il y a un peu de pluie dans le nord, mais c'est surtout dans le sud qu'il y a une pluviométrie importante. Et là, c'est la moyenne annuelle, donc on retrouve bien des fortes disparités. Avec total de précipitations 2032 mm dans les parties, c'est plutôt ici. Donc pour le Mississippi, on serait plutôt à 1500 mm. Rennes, c'est 700 mm à peu près. Et donc dans le nord, on est plutôt à, bon, on le voit mal ici, mais plutôt à 500, 300, 400, 500 mm. Donc c'est très, très hétérogène également. Pour les températures, c'est la même chose. Alors là, les degrés sont en Celsius, c'est pour ça que ce ne sont pas des nombres entiers. Ici, ce sont les températures au cours de l'année, avec moins 18 degrés ici, en moyenne mensuelle du mois de janvier. Ensuite, et puis là, en même temps, on a dans le sud à peu près une trentaine de degrés en moyenne mensuelle. Puis il y a un réchauffement complet de tous les États-Unis, et à l'automne, on revient à des situations qui correspondent à celles-ci. Et là, ce sont les moyennes annuelles. Et donc, on voit que dans le bassin versant, la moyenne supérieure est autour de 23-24 degrés, vers ici, d'après la couleur, et les valeurs les plus faibles sont autour de 1 ou 2 degrés, mais en moyenne annuelle, c'est-à-dire que c'est plutôt les zones froides. Donc, en même temps que la pluie, le bassin versant est très hétérogène en ce qui concerne la température. Il y a des conséquences. Une première conséquence, ce sont les sécheresses. Donc, elles sont de plus en plus fréquentes. Donc, en 2012, 2023, il y a eu des sécheresses importantes. Elles sont dues à des températures anormalement élevées et à des déficits pluviométriques. Donc, les conséquences pour l'agriculture, ce sont des pertes de production. Donc là, on voit la sécheresse, hein, une sécheresse exceptionnelle quand c'est en foncé, extrême quand c'est en rouge un petit peu moins foncé, sévère, modéré et anormalement sec. Donc voilà les États-Unis en 2012. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc une sécheresse persistante dans le bassin versant. C'est ce qui est représenté ici. Donc là, ce sont les pourcentages de superficie en sécheresse à partir de 2010. Donc on voit que là, il y a une sécheresse très forte et on a des périodes où elle est exceptionnellement forte. Donc ça aussi, c'est une des variabilités du bassin versant. Une autre conséquence du climat, c'est le niveau de l'eau, hein, la baisse du niveau de l'eau. Donc on retrouve les débits comme dans les premières diapos où c'est élevé au printemps, ça descend à l'automne et ça remonte après. Donc là, ce sont plusieurs années qui ont été représentées, en particulier 2023, ici, en septembre, où l'eau était très basse, et 2021, ici. Ça, c'est l'image de 2021. C'est près de Memphis, la ville de Memphis. On voit ici le Mississippi. Le même endroit en septembre 2023, au moment de la sécheresse. Donc 2021, on était là. Assez bas, mais c'est plutôt moyen. Alors qu'en 2023, c'était plus bas. Et voilà ce qui se passe. Donc des bancs de sable qui deviennent beaucoup plus importants, la profondeur de l'eau qui est plus faible, la navigation qui est souvent entravée, donc est rendue beaucoup plus difficile. Donc des grosses différences.
Encore une chose sur le bassin versant, ce sont les orages violents. Donc là, pendant la saison chaude, l'après-midi, le risque d'orage est très important. Donc les pluies, les quantités importantes de précipitations. Donc là, c'est la légende, c'est-à-dire la fréquence annuelle. Combien de fois ça se produit par an, des orages fréquents avec forte précipitation? Et bien, on voit que dans le cœur du bassin versant et près du Mississippi, c'est très élevé. 21 par an. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore les ouragans. Les ouragans. Donc, c'est différent. Alors, pardon, ce sont les tornades, excusez-moi. Les ouragans, ça va venir après. Ce sont les tornades. Alors, pourquoi y a-t-il des tornades dans le Mississippi, dans le bassin versant, dans les grandes plaines? Parce qu'il y a de l'air froid qui descend du nord. De l'air chaud qui vient du golfe du Mexique. De l'air chaud et sec qui vient également du Mexique et de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Et donc, tous ces airs se mélangent. L'air froid se glisse toujours sous l'air chaud monte, et donc ça provoque, et comme la Terre tourne, il y a la force de Coriolis, et ça provoque des ascensions très fortes de déplacement d'air et qui tournent. En plus, il y a un faible relief ici dans les plaines pour casser un peu la vitesse, la circulation de l'air, donc rien n'empêche finalement les tornades de se produire. Donc voilà où elles se produisent généralement. Là, c'était en 2010, donc ça a changé depuis, ça se décale vers l'est. Et là, c'est donc des tornades particulières. Il y en a eu une le 15 mars 2024, c'est 2025. C'était il y a 2 semaines. Il y a eu une tornade importante qui a fait 300 morts dans le Missouri. C'est 2025, il faut corriger. Et là, c'est le nombre de tornades au fil des années, de 1940 à 2030, à 2020. Donc on voit que ça augmente. On part de quand même 300 à peu près, jusqu'à 1400 maintenant. Donc ça change très vite. Et puis, ce qui est aussi à remarquer, c'est que la variabilité d'une année à l'autre devient plus forte. Mais globalement, il y en a de plus en plus. Et certaines sont destructrices, comme celle de la ville de Joplin, dans le Missouri, où là, ici, on a la ville qui est en fond d'image, et ça, c'est la trajectoire de la tornade. Elle est passée sur la ville, donc les destructions ont été extrêmement fortes, 158 morts. En 2011. Alors, non, ce n'est pas encore terminé. Il y a le delta maintenant, où il y a des phénomènes qui se produisent également. Le delta est exposé à certains processus. Alors, ce sont les ouragans. C'est autre chose que les tornades. Un ouragan, pourquoi il se produit? Bon, si la surface de l'eau a une température plus élevée, qui atteint 26 degrés ou plus, c'est ce qui est le plus courant maintenant, alors cela provoque une ascension de l'air. L'air chaud est plus léger que l'air froid, il monte. Il arrive à quelques kilomètres de haut, une dizaine de kilomètres de haut, dans des secteurs où il fait très froid. Donc cette vapeur d'eau qui a monté, elle se transforme en gouttes d'eau. Et donc ça fait des pluies très intenses, jusqu'à 400 mm. Et ces tornades ne restent pas au même endroit, comme la Terre tourne sur elle-même, il y a une force qui les font aller vers l'ouest. Donc elles se décalent vers l'ouest, et comme le golfe du Mexique a une température, la surface de l'eau a une température élevée, en se déplaçant vers l'ouest, elles arrivent sur la Louisiane. Alors, en arrivant sur la Louisiane, là, il y a plusieurs choses. Première chose, on a vu que l'eau monte. Donc, il y a une aspiration vers le haut, quand la température est élevée. L'air chaud monte, il y a humide. Donc, ça s'élève. Donc, du coup, ça attire un petit peu le niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle la surcote maritime. Donc, en cyclone, on peut avoir plus que 1 mètre de surcote maritime. Le niveau de la mer, il monte là où se trouve la tornade. Deuxième chose,
il y a un déferlement de houle important. La houle devient importante. Hein. L'eau se trouve poussée par le vent vers l'ouest. Et donc, l'eau monte. En étant poussée par le vent, ben, l'eau s'accumule un petit peu et ça monte. Donc là, on peut avoir plusieurs mètres ici, poussés par le vent. Et la troisième chose, c'est la création de vagues. En arrivant sur la côte, cette eau qui a eu une surcote marine, qui a été poussée par le vent et qui arrive sur la côte, là, il y a des vagues. Et ces vagues peuvent atteindre 10 mètres d'eau. Et donc, ça provoque des submersions marines. Et le delta du Mississippi est particulièrement exposé. C'est le cas ici en Louisiane, avec là, les ouragans qui atteignent la Louisiane de 92 à 2012 en 30 années. Et là, on voit Katrina qui est là, en rouge. Donc, c'est présent depuis 300 ans dans l'histoire de la Louisiane, et ça met en évidence une vulnérabilité humaine et urbaine de la côte du Golfe du Mexique, et un manque de solutions efficaces pour réduire les dégâts. Les dégâts sont de plus en plus importants, et les ouragans sont de plus en plus nombreux. Là, j'ai représenté, bon, je vais aller très rapidement, pour pas trop rentrer dans le détail, mais les ouragans sont classés ici en fonction de la vitesse du vent. Si c'est supérieur à 249, c'est un ouragan de catégorie 5. Et là, on regarde les ouragans qu'il y a eu de 1992 à 2012. Katrina est ici, catégorie 5, 280 km/h de vent, mais surtout 1836 décès et 108 milliards de dollars. Ça a été fait juste après, en 2005, par un autre ouragan de catégorie 5. Il y en a eu plusieurs. Après, il y en a eu d'autres. Il y en avait aussi un autre avant ici. Donc là, tous les décès, 119 décès en plus ici, avec l'ouragan Rita. Donc ça devient de plus en plus élevé, de plus en plus nombreux et de plus en plus dévastateur. Alors, les crues maintenant et le débit du fleuve. Donc en 1927, il y a eu une crue dévastatrice. Il y a eu plus de 200 à 500, les chiffres ne sont pas très précis, personnes qui sont décédées. Déplacement de 500 000 personnes. Donc là, la crue a été très très étendue. Toute la vallée, en remontant l'Ohio, en remontant même le fleuve Mississippi jusqu'à pratiquement Minneapolis. Intensité des précipitations en 1926 et au printemps. Destruction de digues en 145 points. Les digues n'étaient pas suffisamment solides. Inondation de 70 000 km², 400 millions de dollars américains, 5 milliards de dollars actuels. Et donc, 6 États des États-Unis ont été touchés. Là, quelques images ici. Donc là, on voit la rupture d'une digue et l'inondation de territoire. Ici, donc, tout est cassé, la voie ferrée. Bon, impossible de se déplacer. Ici, c'est dans le Missouri, dans une ville. Et là, alors, on ne le voit pas très bien ici, mais les gens ont placé des tentes sur cette digue où il y a un peu moins d'eau que dans tout ce qui est autour. Autre crue en 1993. Donc là, c'est la raison, elle est un peu différente, c'est que le territoire était gelé au nord, il a plu, et donc l'eau ne rentrait pas dans le sol, et elle a ruisselé. Donc ça, ici, c'est la cartographie de toutes les zones inondées. Et là, c'est l'image de août 91, l'image satellite, ici de août 93. Donc, sans crue et avec crue. Et là, c'est le confluent entre le Missouri et le Mississippi. Ici. Donc, beaucoup de choses. Alors, 2011 en plus, il y a eu des fortes précipitations. 2019, des pluies exceptionnelles de la fonte des neiges. Donc, il y en a de plus en plus. Alors, sur ce schéma, je ne vais pas trop détailler, mais là, ça c'est la hauteur moyenne du fleuve par rapport à un niveau de référence. En noir, c'est la moyenne sur le fleuve. 1990-2018, la moyenne. Et en 93, c'est la ligne rouge. Donc presque tout le temps,
le débit était largement supérieur à la moyenne. Et puis ici, on a Katrina, donc il y a une pointe très élevée et c'est redescendu. Voilà, donc on voit que pour beaucoup d'années, 93, 2005, 2011, 2019, on dépasse largement la moyenne. Le débit, donc maintenant, on l'a un peu vu tout à l'heure. Alors, le débit provient pour moitié de l'Ohio, ici du fleuve Ohio. Pourtant, il ne fait que 17% de la surface du bassin versant, mais c'est dû à la pluviométrie qui était élevée par ici. Le Missouri, celui-ci, il n'apporte que 12% du total du débit, alors qu'il représente 43% du territoire. Et puis, il y a un apport, bien sûr, du Mississippi, ici, de la partie supérieure. Ensuite, il arrive dans les plaines alluviales avec un débit extrêmement élevé dans une plaine. Et ici, on a le défluent, la Chapalaya, donc qui réduit un petit peu le débit qui arrive à la Nouvelle-Orléans. Alors, en conclusion de cette description du bassin versant, qui n'est pas très, très optimiste, ce sont les changements qui se produisent, une très grande variabilité. Alors, le fleuve, il est façonné par un environnement complexe, influencé par son vaste bassin versant. Là, c'est clair, c'est un très grand bassin versant et très diversifié. Sa gestion doit tenir compte des différences de climat, de géographie, d'activité humaine, d'occupation du sol, car il est exposé à de nombreux risques environnementaux. Les aménagements du fleuve, ils jouent un rôle essentiel pour la gestion de l'eau, la prévention des inondations, la facilitation de la navigation, le développement économique. Mais attention, il faut bien faire attention à une chose, le fleuve doit maintenir un équilibre entre la préservation des écosystèmes et les besoins humains et économiques pour assurer une gestion durable. Voilà, on passe à la deuxième partie, je ne sais pas quelle heure il est, mais peut-être que j'ai un peu de retard. On passe à la deuxième partie, ce sont les aménagements, tout ce qui a été fait en aménagement du fleuve. Donc l'approche historique, donc là ça va être fait sur ce tableau. Ici c'est un axe où on a les années, donc c'est un axe chronologique, 17e, 18e, 19e, 20e et 21e siècle. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont été faits les aménagements? Alors la colonisation française se fait au début du XVIIe siècle. Les premiers aménagements ont été faits avec des digues locales. Donc les colons ont fait quelques digues pour protéger leur territoire, mais c'était très localisé. La Louisiane a été créée en 1682, je crois, ici, donc en fin du XVIIe siècle. Et donc c'est là où cette carte a été produite, en 1718, on l'a vu au début. Bon, il y a eu depuis la création ici plusieurs années pour faire cet inventaire. Ensuite, pendant le courant du XVIIIe siècle, il y a eu des digues qui ont été construites, déjà 800 km de digues pour protéger la Nouvelle-Orléans. Et puis, il y a eu la création de ce qu'on appelle le corps, donc le corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis. Donc, c'est un organisme d'ingénieurs techniciens de l'armée qui s'occupe de la gestion hydraulique des fleuves. Ensuite, il y a eu un séisme à New Madrid où la ville a été détruite. Là, on est vers 1812. Ensuite, il y a eu toujours des constructions de digues, de plus en plus le long du fleuve, mais d'une manière privée et sans réelle concertation avec des organismes gestionnaires. Donc, de manière privée. Construction de digues ici encore, et puis création du Mississippi River Commission, qui est une partie du corps, pour essayer de coordonner un petit peu les choses. Construction des barrages écluses qui ont commencé à la fin du 19e jusqu'à 1920. Dans la partie nord, quelques-uns ont été construits, mais la profondeur restait plutôt faible, c'était difficile à naviguer. La crue de 1927, là ça a été un point très important. À partir de là, il y a eu un creusement du chenal, 23 barrages ont été construits, la profondeur de l'eau atteint 2,74 m. Et puis il y a eu le New Deal,
hein, à ce moment-là, et juste après le New Deal, où là, il y avait une action du gouvernement, hein, pour proposer des emplois. Et là, depuis le nord vers dans le Minnesota, vers Minneapolis, jusqu'à Saint-Louis, il y a eu plein de barrages de construits. Tous ces barrages-là ont été construits. Ça a été très vite. Pour la navigation fluviale d'abord, pour que les barges puissent circuler, parce que l'agriculture était déjà développée au nord. La production d'hydroélectricité, ils en avaient besoin pendant la guerre. Construction, contrôle des inondations et approvisionnement en eau. Voilà ce qui s'est passé. Donc, sur ce schéma entre Minneapolis, Saint-Paul et Saint-Louis, ici, ce n'est pas très visible, mais on voit en violet, c'est le lit du fleuve, donc le fond du fleuve. En bleu, c'est l'étiage avant la construction des barrages. Donc on voit qu'on avait très peu de profondeur. C'était tout près du lit du fleuve. Et en rouge, c'est la profondeur après les barrages. Donc les barrages provoquent une profondeur importante et ils sont faits pour ça. Un exemple, celui-ci a été terminé en 1937, le barrage numéro 15. Sur le fleuve Tennessee, même chose. Là, celui-là, il a fait parler de lui. C'est un des premiers barrages qui a été fait sur le fleuve. Il a fait parler de lui, donc il est terminé en 1942. Sur le fleuve Ohio également, donc là, un barrage terminé en 1964, celui-là. Donc on voit que ce sont des barrages ici, mais écluses également. Donc dam en bloc en anglais, des barrages et des écluses. Sur le fleuve Missouri, il y a des barrages, mais pas d'écluses. Là, il n'y a pas de transport. Et donc on arrive maintenant en l'an 2000, au début du XXIe siècle, à 5600 km de digues, des barrages, des digues qui vont sur le Missouri, l'Arkansas, la Red River, le Delta. Donc on a des aménagements qui sont très différents, au nord de Saint-Louis, au sud de Saint-Louis, avec des confluents. Donc ce sont des digues qui sont l'épine dorsale quand même du contrôle du fleuve, ça protège des décrues. Alors voilà, assez rapidement, là, les premières digues, elles étaient petites. Après, en 1914, ils les ont surélevées. En 1844, c'était les plus petites après celle-là. Ensuite, ici, ça s'est encore élevé. Et puis on arrive maintenant, depuis 1973, à des digues un peu plus élevées. Donc il a fallu les élever en permanence. Alors voilà la plaine alluviale où sont situées les digues. Donc un zoom sur la partie supérieure, on voit que les digues ont des trajectoires, et puis d'une digue à l'autre, c'est très large. Même chose dans le milieu de la plaine alluviale. Et quand on arrive dans le delta, du coup les diffs sont resserrés uniquement autour du fleuve pour l'envoyer jusqu'à l'exutoire. Tout ça un peu pour protéger aussi la Nouvelle-Orléans qui se trouve ici. Voilà, donc des informations sur le delta du Mississippi maintenant. Là on a vu tout ce qu'il y avait en amont, maintenant le delta. Il y a des barrages et des digues en amont du delta. Donc comme il y a ces barrages, l'eau circule dans les digues et il n'y a plus de dépôt d'alluvions sur les bords. Donc déficit sédimentaire au niveau du delta. Les marécages ne sont plus alimentés en eau. Donc, si les marécages ne sont plus alimentés en matériaux, il n'y a plus de matériaux dans les marécages. S'ils ne sont plus alimentés, l'eau du golfe du Mexique arrive. Affaissement du sol par l'urbanisation, le sol baisse. Les exploitations pétrolières qui prennent le gaz et le pétrole en sous-sol font également un affaissement du sol. Une hausse du niveau des mers et des ouragans, on a vu tout à l'heure, qui pouvaient faire des dégâts. Et donc, ça provoque une salinisation des marécages et une stérilisation des sols dans le bassin versant. Disparition d'espèces végétales, suppression de zones tampons qui absorbent l'énergie,
plus de plantes pour absorber un peu la vitesse du vent. Donc ça aggrave les effets des ouragans. Et donc ça, on revient sur la pénétration de l'eau dans le golfe qui va être plus importante. Et donc c'est un cycle qui se met en place et qui s'auto-alimente. Donc plus ça va aller, moins il y aura d'eau dans le bassin versant et plus ce sera difficile à contrôler. Donc le delta, il a un rôle régulateur pour l'atténuation des crues, réduire les étiages, faciliter l'oxygénation, favoriser la biodiversité, mais sa disparition par les activités humaines engendre de très lourdes conséquences. Alors voilà comment il a évolué il y a à peu près 6000 ans, comment il a évolué, donc ici moins 4000, et jusqu'à maintenant. L'effet des ouragans. Donc ici, c'est un effet que j'ai représenté au niveau de la Nouvelle-Orléans. Donc ici, ce sont des cartes de la ville de la Nouvelle-Orléans. Là, c'est le fleuve Mississippi. Ici, en haut, c'est le lac Pontchartrain. La Nouvelle-Orléans a été construite ici. Alors, ça, c'est une carte du relief. Quand c'est rouge, c'est élevé, 3 mètres. Quand c'est bleu foncé, c'est 1 mètre sous le niveau de la mer. Et ensuite, orange, jaune, vert, c'est intermédiaire. Donc, ce qui est gris, gris-bleu, tout ça, c'est en dessous du niveau de la mer. Et là, c'est la construction, c'est le même endroit, on reconnaît la maison, des zones urbanisées, avant 1900. Donc on était ici, les zones les plus élevées. 1900 à 1950, ça s'est étendu en orange, et après 1950, ici. Donc déjà, entre 1900 et 1950, c'était déjà un peu bâti dans les zones sous le niveau de la mer, et ensuite, ça s'est encore élargi dans des zones encore plus basses. Et donc, Katrina a créé, avec cet apport d'eau important, des ruptures de digues. Les digues se sont rompues, et ici, se sont représentées les zones inondées, 2,50 m quand c'est foncé. Toute cette zone a été inondée. 1,50 m à 2,50 m dans les zones intermédiaires, moins d'1,50 m ici. Et donc là, on a le Mississippi, ici, et quand on descend, bon, French Quarter, c'est la partie ancienne de la ville de la Nouvelle-Orléans, ça descend plus bas que le niveau de la mer, et le lac Pontchartrain ici. Ça veut dire qu'ici, on est sous le niveau de la mer, là aussi. Donc, quand il pleut, l'eau s'accumule dans ces endroits. On ne peut pas l'évacuer. C'est sous le niveau de la mer. Donc, le seul moyen, c'est de faire du pompage. Et donc, le pompage provoque des affaissements du sol. Alors, la Nouvelle-Orléans, donc, une ville sous le niveau de la mer qui s'enfonce, une population vulnérable et une aggravation des disparités sociales. Les quartiers les plus bas inondés sont des populations défavorisées. Et une décroissance de la population forte et continue. En 1900 ici, en 1960, on avait plus de 600 000 personnes à la Nouvelle-Orléans. À partir de là, déjà, ça a commencé à baisser. Katrina a été ici, ça a beaucoup baissé après, et ça continue à baisser. Et là, donc, on voit qu'on passe de 600 000, on est à peu près à 350 000 maintenant. Donc la moitié de la ville est partie. Alors que faire pour lutter contre ça? Donc il y a eu un grand projet qui a été mis en place. Katrina donc, a montré qu'il y avait beaucoup de problèmes. Défaut de gouvernance et de budget déjà. Panne des systèmes de pompage, mauvaise évaluation de la capacité de rétention, manque d'entretien des digues, ça c'est important. Une digue brisée permet à l'eau d'endommager l'ensemble. C'est un peu un château de cartes qui s'écroule. Donc il y a un grand projet qui a été mis, le Louisiana Comprehensive Master Plan of a Sustainable Coast. Il faut réduire les terres perdues et réduire les risques de tempête sur les territoires. Donc il y a 2 scénarios qui ont été étudiés. Un scénario haut pour le climat, donc tout devient plus grave, la hausse du niveau de la mer, l'intensité des orages, etc. Et un niveau bas. Bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Alors voilà comment ça se passe.
Ça, c'est une carte qui montre l'évolution de 1932 à 2015. Tout ce qui est en bleu, ce sont les territoires perdus, qui ont été inondés. Avec un scénario climatique bas, dans 50 ans, voilà comment ce sera. Et avec un scénario climatique élevé, voilà comment ce sera. Donc, ici, dans 50 ans, si c'est pas trop grave, si le climat n'a pas trop d'effet, ce qui est quand même peut-être pas probable, on aura ce type de terre perdue, et là, si c'est un climat élevé, voilà tout ce qui sera perdu. Donc il y a un projet qui a été construit, donc là on ne distingue pas très bien où ça se trouve, mais je ne sais pas si vous voyez, c'est légèrement gris clair ici, là on distingue à peu près la côte, ici qu'on avait tout à l'heure, la Nouvelle-Orléans est ici, le lac Pontchartrain, donc voilà tout ce qui est proposé de faire, donc beaucoup de digues, et la création de marais, mais on ne va pas tout détailler, hein. Un projet très important avec une centaine d'ingénieurs qui ont été recrutés pour faire ce projet. Donc c'est très complexe, très précis. Et donc, à quoi ça va servir? Donc là, en scénario bas et en scénario élevé. Donc là, scénario bas, le climat n'est pas trop mauvais. Scénario élevé, changement climatique important. Sans aménagement, voilà où nous en sommes. Avec aménagement, voilà ce qu'il y aura. Bon, il y a des territoires qui vont être préservés, surtout là où des marais auront été créés, mais bon, en gros, on va quand même perdre beaucoup pour un scénario bas. Scénario élevé, sans aménagement, voilà ce qui va se passer. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, beaucoup de territoires vont être submergés. Avec aménagement, malgré tout, il reste beaucoup de territoires qui de toute façon vont être submergés, il n'y a rien à faire pour l'empêcher. Alors il y a des zones qui sont protégées quand même, on va voir le détail, et surtout les dégâts ici. Sans aménagement, en scénario bas, avec aménagement, les dégâts, donc quand c'est foncé, c'est 1 milliard de dollars. Alors on voit que avec aménagement ici, on réduit un peu les dégâts. Cette zone-là, par exemple, où il y avait des forts dégâts sans aménagement, va devenir protégée, hein, ces deux zones-là. En scénario élevé, donc là c'était très grave, sans aménagement. Avec aménagement, il y a des zones qui ne pourront pas être protégées, d'autres qui pourront. On voit que ici, la Nouvelle-Orléans était très exposée, sera très exposée en scénario élevé. En scénario bas, elle sera quand même protégée. Mais les coûts seront très importants. Alors pour terminer, donc cette deuxième partie, la discussion, donc aux États-Unis, il y a une chose importante, c'est que la liberté individuelle prime sur l'ingérence des pouvoirs publics. Ça, c'est là dans la culture américaine. Absence de politique d'aménagement du territoire et d'une véritable gestion intégrée du fleuve. C'est une logique de l'utilitarisme. Il faut maximiser les ressources apportées par les fleuves, en particulier la navigation. C'est la logique qui a été prise. Limiter les inondations, favoriser la navigation, lutter contre l'érosion des berges. Voilà l'organisation. Donc le corps, US Army Corps of Engineers. Donc ils ont une intervention technicienne. Mais il n'y a pas de pilotage au niveau fédéral. C'est technicien. Et puis la Mississippi Valley Division, elle dépend de l'US Army, du corps, et même chose pour la Mississippi Valley Commission, elle est seulement consultative. Donc ce qui prime, c'est toujours l'intervention technicienne sur les aménagements, et il n'y a pas eu de vision globale. Alors les crues les plus fortes ne sont toujours pas maîtrisées. Les effets normaux de sédimentation n'existent plus, d'où le delta qui est attaqué. Vétusté des aménagements, ils ont été construits pour 50 ans, et là ça fait 76 ans qu'ils ont été construits, et ça coûte très cher pour les remettre en état. Bon, ça n'a pas été... Pour Katrina, on a vu les conséquences. Ici, un barrage a été remis en état, 1 milliard de dollars pour le remplacement et l'agrandissement d'un barrage d'études à 27 km au nord de Saint-Cloud. 1 milliard de dollars pour l'aménager. Et des barrages, il y en a, on a vu sur les cartes, des dizaines et des dizaines. Il y a quand même eu des tentatives. Ici, en 1924, il y a longtemps, les défenseurs de l'environnement alertaient sur les risques menaçant l'écologie du fleuve en raison de sa gestion au profit de la navigation et de l'agriculture.
en 1924. Création par le Congrès du Upper Mississippi Wildlife and Fish Refuge. Donc c'est toute cette zone-là. 2400 km², 420 km de long. Donc dans le nord, ici on est Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois. Donc 240 km. Donc c'est classé comme un espace humide d'importance internationale par la Convention Ramsar en 1971, après 1924. Il a été créé en 1924, donc c'est le seul. Et ratifié par les États-Unis en 1986. Donc ça fait 62 ans. Autre chose, c'est en 1961, Andrew Humphrey a proposé une alternative à la construction des digues en proposant d'étaler des crues sur des territoires et d'améliorer la navigabilité, réduire l'endiguement, élargir les défluents. Mais la politique de levees only, donc les digues seulement, les levées seulement, a été retenue et sa proposition n'a pas été retenue non plus. Donc voilà, il y a quelques propositions, mais elles ne sont pas prioritaires. Alors la gestion du fleuve, elle est souvent inégalitaire. Elle provoque des désastres humains. Donc ici, en 2011, au sud de Cairo, donc ils ont décidé de casser une digue pour que l'eau aille dans la plaine, à un endroit où c'était des populations noires américaines. Voilà. Donc ils ont été prévenus avant la cassure de la digue. Ils sont allés un peu plus loin, ça y est, pour attendre. Et ils n'ont eu qu'en 2018 500 000 dollars pour toute la population pour contribuer à la reconstruction de leur logement. Donc, ça a été fait un petit peu bizarrement. Pour Katrina en 2005, là aussi, ce sont la résilience, donc là où les aménagements, où les constructions ont été les plus rapides après les destructions, ce sont les quartiers essentiellement blancs. Les quartiers noirs ont été les plus défavorisés. Voilà, donc on arrive à la troisième partie. La qualité de l'eau maintenant. Là, on a vu les quantités d'eau et tout ce que ça concerne. Maintenant, la qualité de l'eau. Alors, les pollutions du Mississippi ont des conséquences majeures sur l'environnement et la santé. L'agriculture et l'industrie sont les principales responsables. Alors, il y a plusieurs types de pollution. Elles sont mises là. En agriculture, les nitrates et les phosphates. Pour l'industrie et aussi l'agriculture, les métaux lourds et les produits chimiques. Et, plutôt au niveau du delta, les hydrocarbures. Les nitrates ont un impact environnemental très élevé, sur la santé également élevé. Les métaux lourds très élevés des deux, l'impact environnemental élevé. Ici, c'est mis modéré sur la santé. C'est l'information que j'ai trouvée, mais je la mets un petit peu entre parenthèses. On va le voir tout à l'heure. Alors, l'origine des nitrates, c'est les engrais agricoles, les eaux usées industrielles, avec des conséquences sur l'eau potable, sur l'eutrophisation, donc la suppression de l'oxygène dans les eaux, le développement d'algues dans les marécages du delta, l'eutrophisation des zones mortes dans le golfe du Mexique, eau potable. Les métaux lourds, donc ce sont les usines pétrochimiques, les industries métalliques, les mines, les pesticides, et contamination des sédiments, de la faune aquatique, mercure, plomb, arsenic, effet sur la santé humaine. Les hydrocarbures, donc déversement accidentel de pétrole, fuite de pipeline, empoisonnement de la faune aquatique, altération de la qualité de l'eau potable. Donc voilà à peu près un schéma récapitulatif. Alors si on va un petit peu plus loin, pour l'agriculture, donc ici c'est un secteur économique important. Là, il y a des points verts sur cette image. Chaque point vert correspond à 20 millions de dollars pour l'agriculture. Donc, aux États-Unis, c'est à peu près 200 milliards de dollars les revenus de l'agriculture. 20 millions de dollars par point, j'ai fait le calcul, ça veut dire que logiquement, il devrait y avoir 10 000 points sur l'image. C'est effectivement le cas. Et donc, on voit que ces points sont très importants dans le bassin versant. Également dans la San Joaquin Valley en Californie. Bon, un petit peu partout ailleurs, mais c'est surtout là où c'est le plus important. Alors, ça, c'est donc à l'origine des engrais
et des pesticides, et ça affecte la qualité de l'eau. Ce qu'on va voir maintenant, les cultures. Dans le bassin versant, puis même ailleurs dans le territoire, voilà où elles se trouvent, dans la partie supérieure du bassin versant. Le soja, ça c'est le maïs, le soja à peu près au même endroit, mais il descend davantage dans la plaine alluviale. Et le blé, lui, est un petit peu plus haut, il est moins centré, un petit peu plus haut. Donc il se développe aussi au Canada, mais là on n'avait pas les informations. Alors, là ce sont les apports moyens d'azote par comté. On voit que c'est bien où il y a du soja et du maïs, et surtout là où il y a beaucoup d'apports d'azote. Ici, ce sont les zones drainées, avec des tubes dans le sol pour enlever l'eau des sols, pour drainer les sols. Donc les drainages sont importants dans les zones les plus productives. Et là, ce sont les rendements moyens de l'azote, donc en kilos d'azote par hectare, donc qu'on retrouve dans les eaux. Et on voit que plus on descend, moins il y en a, parce qu'il y a des affluents qui apportent de l'eau moins contaminée. Donc finalement, la moyenne est plus faible quand on descend. Donc ce sont des pollutions très importantes. Alors l'utilisation intensive d'engrais azotés, l'élevage intensif également apporte des nitrates, les eaux usées domestiques industrielles et aussi la décomposition naturelle de matières organiques. Donc tout ça c'est prévu pour apporter des nitrates, mais c'est l'agriculture qui a le plus gros effet. Alors ça c'était, ce qu'on a vu ici, c'est au niveau du fleuve, des ruissellements et des apports. Il y a des conséquences au niveau des nappes phréatiques. Donc la norme de qualité de l'eau, c'est 10 mg par litre établi par l'Agence de protection de l'environnement. Nous, en France, c'est 50 mg par litre, mais on utilise, nous, les NO3-, donc il faut multiplier par 44, si vous voulez. Il y a deux manières de quantifier les nitrates. Donc en gros, c'est à peu près la même norme qu'en France. En France, c'est 50 mg par litre. Là-bas, si je change d'unité, c'est 44 mg par litre. Et donc voilà les contaminations ici. Donc ici, pour 10 mg par litre, c'est-à-dire 44, les aquifères donc peu profonds sont ici atteints. Et là, ce sont les aquifères, les parties profondes des aquifères. Ils sont au-dessus des normes de qualité. Donc si on puise de l'eau dans ces aquifères, on aura des teneurs en nitrate trop élevées. Pour le phosphore, donc là, j'ai moins d'informations à ma disposition, donc c'est toujours un apport sur les cultures. Et le phosphore, il reste 20 ans dans le sol et il provient aussi des zones usées. Donc, il provoque aussi une eutrophisation, donc suppression de l'oxygène, présence d'algues dans les milieux aquatiques du Golfe, asphyxie des écosystèmes aquatiques et diminution de la biodiversité. Et là, c'est une carte des endroits où le phosphore est produit et délivré. Et donc, les pesticides, là, il s'agit des herbicides maintenant. Donc, là, ce sont les herbicides qui sont utilisés en tonnes aux États-Unis. Donc, on voit que l'atrazine, c'est de loin le plus important. Il est interdit en Europe, utilisé pour le maïs. Ensuite, c'est l'alachlore et le métolachlore. Donc, des quantités très importantes. Et l'atrazine est interdite en Europe, donc ici, c'est la plus utilisée. Et là, c'est l'utilisation de cet herbicide, l'atrazine. Donc on le retrouve aussi dans les zones les plus productives en maïs et en soja, et un peu ici également. Donc on voit que là, il y a un risque pour la santé humaine, une diminution de la biodiversité importante. Ensuite, il nous reste les pollutions industrielles. Donc les principales régions industrielles, agricoles et alimentaires, et agroalimentaire, c'est plutôt dans le nord, ici dans le Midwest. La pétrochimie et le raffinage, c'est plutôt dans le Golfe, en Louisiane. Les manufactures et automobiles, la construction des automobiles, c'est ici, donc c'est en partie dans le bassin versant. Ce qui est en noir, ce sont les véhicules à essence. La sidérurgie et métallurgie, Missouri, Illinois et Louisiane. Missouri, Illinois, c'est vers ici, et Louisiane en bas. Transport logistique, c'est le fleuve. Par contre, les industries de haute technologie sont délocalisées. Elles partent, c'est ce qui est montré ici, elles partent vers les zones côtières. Donc au Texas maintenant, parce qu'il n'y a pas de taxes en Californie.
et vers Seattle. Proximité des océans également pour réduire les coûts. Pour les industries implantées sous le bassin versant, le fleuve il permet le transport des matières premières et des produits finis, donc il a un rôle très important pour tout ce qui est au nord. On ne peut pas les transporter au-delà dans d'autres pays si on n'a pas le fleuve Mississippi, mais elle contribue au problème du fleuve. Alors, les sécheresses, les problèmes de transport qui vont augmenter les coûts. Quand il y a une sécheresse, le niveau du fleuve baisse, comme on l'a vu tout à l'heure, et plus le niveau, moins il y a d'eau, moins on peut charger les barges. Et donc on doit même diminuer le nombre de barges. Ici, il y a 49 barges qui sont poussées par un remorqueur. Donc restriction des capacités de chargement, restriction de la navigation. Alors on ne peut pas passer dans un endroit, donc les berges restent là, ça fait des embouteillages, donc ça crée beaucoup de problèmes. Hausse des coûts de transport, moins de fret par barge, risque d'échouage et impact sur l'économie agricole, les exportations sont difficiles et donc il y a une baisse des coûts. Il reste pour terminer les métaux lourds. Donc certains sont des processus naturels qui correspondent aux matériaux. Donc voilà comment ça se passe, les métaux lourds. Donc soit ce sont des sédiments qui viennent, ils passent par des sédiments en violet, soit les métaux lourds directement avec de l'eau. Pour le traitement des eaux dans les zones urbaines, l'industrie, les mines et l'agriculture. Donc il y a plusieurs origines. Le plomb, alors lui c'est une quantité de métaux lourds, il est en quantité faible pour le moment, sauf quand il y a des mines. Là, le plomb, à ce moment-là, il y a beaucoup de plomb qui est déversé, et de zinc. L'uranium, il provient des engrais phosphatés. Là où on extrait le phosphate, il y a toujours un peu d'uranium. Donc en le mettant sur les terres, il y a des apports d'uranium. Le cuivre, ce sont les eaux usées et les eaux municipales. Alors là, donc, rapidement, je ne vais pas trop insister. L'uranium dissous, donc, il se trouve à des teneurs élevées au nord du... Ça, c'est le fleuve ici. Hein, au nord du fleuve, là où il y a de l'agriculture et des mines. Plus on descend, plus c'est faible. Quand on fait des mesures ponctuelles. Par contre, plus il y a de débit et ça augmente. Donc l'uranium dissous augmente quand on arrive à l'exutoire parce qu'il y a un débit qui est plus important. Et si on fait des prélèvements dans des petits ruisseaux en amont, là c'est très élevé. Pour le cuivre, c'est différent. Donc ici c'était l'agriculture. Pour le cuivre, ce sont les zones urbaines, donc on en retrouve un peu partout. Le plomb et le mercure, donc également très élevés dans des sédiments, liés aux sédiments. Le mercure également. Donc plus on descend, plus il y en a. Là on a le Mississippi. Et les pollutions arrivent au niveau du delta et sont très élevées. Alors donc, pour le delta, c'est un fleuve qui est dominé. Le delta est alimenté à un fleuve qui est le Mississippi, la zone portuaire la plus importante des États-Unis, une situation exceptionnelle du point de vue commercial, de fortes ressources pétrolières essentiellement, et il y a des contraintes pour l'implantation humaine, ouragans, crues, érosion côtière, un établissement urbain menacé, des risques nombreux, atteinte de la biodiversité. Donc il y a une dualité. Comment choisir le bon équilibre entre les deux? Recherche de sécurité et évolution des vulnérabilités. Donc c'est tout le problème du delta. Alors, il est représenté ici. On a la Nouvelle-Orléans, le Mississippi qui arrive là, la Nouvelle-Orléans, la place, ici, Bâton Rouge, Morgan City, Fourchon, ici, où il y a un centre de logistique pour l'industrie pétrolière. Là, ce sont les exportations des ports, donc le sud de la Louisiane, Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge, Lake Charles et Plaquemine. Tout ça, c'est en Louisiane. Donc on voit que par rapport à tout ce qui se fait aux États-Unis, c'est largement majoritaire dans le golfe du Mexique, au niveau du delta. C'est là la principale zone portuaire des États-Unis. Là, ce sont les industries pétrolières et gazières. Donc ici, chaque point représente un forage sur les zones terrestres, ici, en pétrole, et là, en gaz.
Et là, chaque point représente un puits de pétrole dans le golfe du Mexique. Donc, oil plus gaz, donc pétrole plus gaz. Donc il y a une production offshore et une production terrestre. Plus de 180 000 puits en production ou qui ont déjà fermé. Et 15 raffineries de pétrole, donc 4 proches de la Nouvelle-Orléans, entre 3,2 et 3,4 millions de barils bruts par jour. Donc là, c'est une raffinerie à Bâton Rouge. C'est très pollué par le pétrole. Et là, donc, autour de Bâton Rouge, ici, la Nouvelle-Orléans est là, Bâton Rouge. Là, c'est un extrait. Il y a des pollutions importantes, c'est ce qu'on appelle la Cancer Alley, l'allée du cancer, ici, entre Bâton Rouge et puis ce qui est un petit peu au-dessus. Là, donc le risque de cancer devient très élevé pour des raisons de pollution de l'air. Avant la conclusion, quelques images quand même plus positives, si c'est encore possible. Alors le patrimoine du delta, j'aurais pu les mettre bien avant, mais j'ai préféré les conserver jusque-là, à la fin. Patrimoine du delta, plus grande zone humide des États-Unis, divers paysages, marécages, lagunes saumates, mangroves, marais, une région riche en biodiversité adaptée aux conditions humides et marécageuses. Donc voilà les végétations principales qu'on trouve. Donc, ce sont des images assez connues, hein, les cyprès chauves, le tupelo aquatique, les mangroves, et puis des roseaux, spartines et des sagittaires à feuilles. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais ça, ce sont les principales. C'est pour la flore. Là, c'est pour la faune. Bon, là aussi, j'ai fait un choix. Donc, il y en a beaucoup. J'ai fait un choix, donc c'est pas trop agressif, à part peut-être le serpent, mais celui-là, il n'est pas venimeux. Je n'ai pas représenté un serpent qui lui ressemble exactement, qui est venimeux. Donc voilà, c'est quand même très riche comme surface. Donc maintenant, on va conclure. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir, le régime du fleuve devient de moins en moins naturel. Hein, il est harnaché, il est dompté. Il est soumis à des événements de plus en plus dévastateurs, accentués par le réchauffement climatique. Ça, on l'a également montré. Même en étant fortement aménagé, il présente de nombreux problèmes et défis. Malgré les aménagements nombreux et coûteux, comment réguler les crues qui sont encore dévastatrices? Comment restaurer le delta qui disparaît progressivement et est largement pollué? Le bassin versant possède cependant des points forts, donc des pôles économiques très importants, un système navigable continu entre le nord et le sud, donc indispensable pour beaucoup d'industries et d'agriculture, une grande richesse culturelle et patrimoniale, mais qui diffère entre le nord et le sud. C'est vraiment des cultures très différentes tout au long du fleuve. Un renouveau de la culture amérindienne. Mais son évolution ne dépend pas uniquement de sa population et de la gestion du fleuve, elle dépend des échanges économiques mondiaux, puisque ce qui est fait sur le bassin versant est exporté, l'agriculture et l'industrie pétrolière. Elle dépend des échanges. Donc, le cours du pétrole, pour le coup, est déterminé ailleurs. C'est-à-dire que les gains de l'industrie pétrolière sont variables et ne dépendent pas du Mississippi. Les revenus des produits agricoles qui sont largement exportés, donc tout ce qui est en agriculture dans la partie nord, c'est largement exporté. Et il y a un effet actuel sur les taxes qui vont être imposées sur l'exportation de produits agricoles, donc qui vont poser des graves problèmes pour l'agriculture. S'il est fragile en économie et avec une décroissance démographique, il restera toujours un immense espace d'une richesse culturelle, d'une identité et de paysages exceptionnels. Mais comme le suggère Christian Montes de l'Université de Lyon, qui vient d'écrire un livre sur le Mississippi est-il le cœur perdu des États-Unis? C'est une grande question. Merci de votre attention. Merci Hervé pour une densité d'informations que doit informer toutes nos lectures
Et tout ce qu'on voit, l'avenir, exposition, écrivain et analyse de la population américaine, c'est dans ce contexte qu'ils vivent. Alors j'espère que ça vous a plu et on aura le temps de questions qui vont suivre maintenant. Donc merci pour votre attention jusqu'ici et on va passer aux questions.